Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS, le journal. Voici les titres. Gestion des inondations, le gouvernement prône la mutualisation des actions. À un mois des premières pluies, l'État veut anticiper sur sa stratégie de lutte. L'année 2024 s'annonce pluvieuse selon les indications du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Professionnalisation des conducteurs face à la recrudescence des accidents. Le centre de formation aux métiers portuaires donne sa recette, une offre de service qui permet d'assurer la sécurité des personnes et des biens, charrues, élévateurs, crues, véhicules articulés, transport interurbain. Le CFMPL forme des professionnels de la route à découvrir dans ce journal. Les Tchadiens aux urnes après 3 ans de transition. L'élection pour un nouveau président s'est tenue ce lundi. Plus de 8 millions d'électeurs choisissent entre 10 candidats. Mahamat Idriss Déby et Success Masra sont les favoris de ce scrutin. Messen sur place s'acquiesce, le frère de Balagueye 2. C'est la 2e victoire du lutteur de Pékin sur ses principaux adversaires de Guédiawaye. En football, le Garave met la pression sur Tenguet FC, toujours leader de la Ligue 1 en Première Ligue. Nicolas Jackson signe en doublé et en Arabie Saoudite. Sadio Mané augmente son compteur but. Basket, l'AS Douanes se rebiffe et reprend sa balle. Le tout dans Actu Sport Express de ce lundi avec Ibrahim Abouba. Bienvenue à tous. Le président de la République a reçu cet après-midi l'honorable Dato Seri Utama Haji Mohamed bin Haji Hassan, ministre des Affaires étrangères de la Malaisie. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et Kuala Lumpur. Le Sénégal et la Malaisie entretiennent d'excellentes relations. Et pour porter la coopération à un niveau supérieur, le ministre malaisien des Affaires étrangères invite son homologue sénégalais, Mme Yacine Fall, à Kuala Lumpur pour une visite de travail. Le voici à sa sortie d'audience. Alhamdulillah, I'm very happy today. This is my official visit to Sénégal. J'ai eu beaucoup de plaisir à effectuer ma première visite officielle au Sénégal. Je viens de Banjul, où j'ai assisté au sommet de l'OCI. Entre le Sénégal et la Malaisie, il y a beaucoup de similitudes et nous voulons booster la coopération pour qu'elle soit plus conforme aux ambitions que nous avons, ma collègue Mme Yacine Fall et moi. Au cours de cette audience avec le président Bassirou Diomaye Faye, j'ai tenu d'abord à le féliciter à mon nom propre et au nom du peuple malaisien pour sa brillante élection dès le premier tour. Nous avons également fait le tour d'horizon de notre coopération. Les échanges ont porté sur les secteurs prioritaires dans lesquels nous pouvons renforcer notre coopération bilatérale. Pour ce faire, j'ai invité mon homologue Mme Yacine Fall pour une visite de travail à Kuala Lumpur. Laquelle visite nous permettra de passer en revue notre coopération et de signer éventuellement des accords de partenariat dans les domaines, entre autres, de l'éducation et de l'économie. Nous serons également ravis de recevoir le président Bassirou Diomaye Faye en Malaisie et cette visite d'amitié et de travail pourrait se faire dès l'année prochaine. Trouver des solutions immédiates pour faire face aux inondations. Le gouvernement lance la réflexion. Un comité national s'est tenu ce lundi pour évaluer les stratégies de lutte et aller vers une meilleure gestion de ce phénomène. L'année 2024 risque de connaître de fortes précipitations selon le SILS. Amadou Diallo. Anticiper et gérer la question des inondations. Le comité national de gestion est ainsi à l'œuvre. Selon les prévisions du SILS, comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, l'année 2024 s'annonce pluvieuse. En effet, des cumuls pluviométriques supérieurs aux moyennes à équivalent sont attendus sur les périodes juin-juillet-août et juillet-août-septembre 2024 dans les bandes agricoles au Sénégal. En outre, des dates de début de saison normale à précoce sont prévues sur la façade de l'Atlantique couvrant le Sénégal. Autant de facteurs qui expliquent la présence de tous les acteurs impliqués dans la gestion des inondations. Une gestion inclusive et participative
des inondations, de la gestion des inondations, pour moi, c'est essentiel. Et récemment, j'ai reçu un quartier de Kermassar, le quartier Amdala, qui fait 7 000 habitants, un quartier dans lequel un bassin a été entamé en 2019 et jusqu'à présent qui n'a pas été achevé. Donc c'est une doléance que je viens de poser ici. Notre point de vue, ou bien le point de vue de la commune, comme je peux le dire, était tout simple parce qu'on a vécu deux hivernages actuellement depuis qu'on est maire. Donc on a eu un peu d'expérience par rapport à ça. La première chose qu'on a faite, c'est de faire en sorte que l'eau qui se trouve dans le bassin, parce que le bassin il est exigu, il est petit par rapport à la capacité de la ville. La ville évacue énormément d'eau, donc nous souhaiterons que ce bassin soit élargi. Une concertation multi-acteurs autour de l'État fondée sur l'anticipation pour trouver des solutions durables aux inondations. Notre mission, c'est d'anticiper, d'essayer d'apporter des réponses en attendant de trouver des solutions plus structurantes. Et c'est à cela que le gouvernement veut aller, plutôt qu'à chaque année de revenir sur les mêmes problèmes pour essayer de gérer au quotidien, au jour le jour, d'avoir des solutions beaucoup plus structurantes, beaucoup plus durables. Et c'est sous une approche qui va mutualiser le travail des acteurs, qui va beaucoup fonder notre démarche sur la concertation, sur l'inclusion et le décloisonnement. Ici, c'est une concertation multi-acteurs où nous avons dit que tous les acteurs, tout le monde peut avoir des solutions. L'État peut mobiliser ses moyens, les collectivités locales aussi leurs solutions et leurs moyens, et les acteurs à la base venir aussi pour donner des contributions. Le réchauffement climatique et l'urbanisation anarchique, entre autres facteurs, concourent à intensifier les difficultés liées aux inondations. Le gouvernement du Sénégal se tient prêt et agit de manière continue pour maîtriser, voire éradiquer les dégâts liés aux fortes pluies, grâce notamment à une approche communautaire. L'Agence italienne pour la coopération au développement a inauguré son nouveau siège à Mermoz. Le bâtiment couvre 8 pays d'Afrique de l'Ouest, Damsila. Le siège de l'Agence italienne pour la coopération au développement a quitté le centre-ville de Dakar pour s'installer à Mermoz. De nouveaux locaux pour de nouvelles ambitions. On est dans une période où l'Italie veut s'engager davantage dans la coopération au développement et c'est pour ça qu'on est là, on veut augmenter la dimension de notre présence ici avec d'autres offices, d'autres bureaux de la coopération en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et aussi avec, disons, de nouveaux bureaux physiques et on espère aussi plus de staff, plus de personnel pour pouvoir réaliser plus de projets. Le Sénégal fait partie des rares pays d'Afrique de l'Ouest à abriter un siège de l'AICS, ce qui témoigne des bonnes relations qui existent entre le Sénégal et l'Italie. C'est un siège qui couvre 8 pays, mais les pays principaux où on travaille, c'est le Sénégal. Le secteur le plus important, c'est l'agriculture, le développement rural et tout ce qui concerne l'agro-industrie, dans lequel on collabore très strictement avec les gouvernements, les paysans, les coopératives des Sénégalais, mais aussi avec des centres de recherche, des universités italiennes, mais aussi du secteur privé italien. L'inauguration de ce nouveau siège de l'AICS a permis de passer en revue la coopération entre le Sénégal et l'Italie, une relation d'amitié et de cordialité. Et puis la Team Europe, les entrepreneurs du Sénégal, la société civile étaient dans le sud à Sédhiou pour un forum sur l'entrepreneuriat des jeunes. La rencontre intitulée Dialogue structuré a vu la participation d'une dizaine d'ambassadeurs de l'Union et des centaines de jeunes qui viennent d'un peu partout du Sénégal. Ils se sont penchés sur les problèmes et les mesures d'accompagnement destinées aux jeunes entrepreneurs du Sénégal. Michel Mandi. Comment soutenir l'entrepreneuriat des jeunes est la question centrale de ce forum intitulé Dialogue structuré. L'atelier a réuni entrepreneurs, membres de la plateforme de la société civile et l'Union européenne. Il s'agit de trouver des réponses aux problématiques qui entravent les activités entrepreneuriales au Sénégal. Ceci permet franchement réellement de voir quelles sont comment reconsidérer ou bien mieux prendre en charge ces priorités de jeunesse qui n'ont pas changé entre les deux élections, les deux régimes. C'est une priorité d'emploi, c'est une priorité d'employabilité, c'est une priorité d'engagement citoyen et des formations professionnelles et d'insertion socio-professionnelle. Et ces priorités-là, on va
ensemble, en tant que partenaires, l'Union européenne et tous ses États membres, de voir comment articuler tout cela au niveau maintenant du processus de formulation de ce nouvel référentiel politique au Sénégal. 4 thématiques sont abordées dans les groupes d'échange afin d'identifier les besoins réels et les mécanismes adéquats à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Une démarche inclusive saluée par les participants. Je salue la démarche de l'ambassade de l'Union européenne, autant pour moi, pour cette démarche inclusive. Car aujourd'hui, en fait, c'est nous les jeunes qui représentons en fait la plus grosse frange de cette population, et nous avons besoin de nous faire entendre. Et donc aujourd'hui, on espère en fait qu'à travers ce dialogue, des solutions pourraient être apportées, non seulement à travers le Sénégal, à travers l'État du Sénégal, mais aussi à travers les États partenaires bailleurs qui sont présents aujourd'hui lors de ce dialogue, pour pouvoir trouver des solutions pérennes à ces problèmes. Au total, 10 ambassadeurs d'États membres de l'Union européenne ont pris part à cette rencontre avec les entrepreneurs de la Casamance et du pays. Le profil de ces jeunes est très diversifié. Ils sont pour la plupart dans le secteur agricole ou dans l'informel. J'ai vu beaucoup d'énergie, beaucoup de courage de jeunes qui ont monté leur entreprise, qui n'attendent d'ailleurs pas un soutien des partenaires pour pouvoir agir, qui agissent par eux-mêmes, pour eux-mêmes, parce qu'ils ont des bonnes idées. Des partenaires comme l'Union européenne essayent simplement d'accompagner cette énergie, essayent d'accompagner cette innovation et ces idées, que ce soit au niveau de la société civile ou des grandes politiques publiques qui sont émises par le gouvernement. Cette session de Sédhiou est le deuxième du genre, après celui d'octobre dernier. Le comité scientifique du pôle pastoralisme et zone sèche s'est tenu ce matin à Dakar, une rencontre traditionnelle d'échange et de partage sur le pastoralisme et ses implications économiques dans la sous-région. Ce collectif de chercheurs a permis aujourd'hui de noter des avancées majeures en matière de recherche de qualité dans les dynamiques territoriales. Lamine Touré. Le pôle pastoralisme et zone sèche en Afrique de l'Ouest perpétue sa feuille de route. Le mécanisme est innovant en ce sens qu'il constitue un outil d'aide à la décision politique à travers une pluralité d'intervenants. Ce comité scientifique annuel traduit la volonté des initiateurs à aller de l'avant et booster davantage les dynamiques territoriales. Dans un contexte de ressources publiques allouées à la recherche de plus en plus limitées, ayant pour conséquence une concurrence accrue entre institutions, l'idée de construire ce collectif de recherche multidisciplinaire et multi-institutionnel, capable de se positionner sur des problèmes majeurs, est un choix stratégique que l'ISRA ne peut qu'approuver et soutenir. L'ISRA est donc aux côtés du CSE, de l'UCAD et du CIRAD pour agir en faveur du développement des systèmes pastoraux et leur insertion dans les économies régionales. Si au début c'était le pastoralisme, la transition, par la suite il y a eu les changements climatiques, les modes de vie et les moyens de subsistance des populations pastorales qu'il fallait inclure dans la richesse des activités thématiques que le PPZS a abordées. À partir de ce moment, le PPZS a enclenché une réflexion très poussée sous plusieurs angles pour proposer des solutions de gouvernance, pour proposer des dynamiques de territoire et de l'intensification de la production pour assurer la sécurité alimentaire. Au-delà, le collectif donne de la matière aux universités nationales. Le PPZS a été à l'origine de la mise en place du master agroforesterie, écologie, adaptation qui vaut aujourd'hui une satisfaction au niveau de l'ICAD. Le PPZS ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a également accompagné l'UCAD dans la mise en place d'un autre master plus spécifique au pastoralisme, à savoir le master pastoralisme et développement. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a pris part à ce comité scientifique. Il souhaite capitaliser les résultats issus de ces réflexions. En ma qualité de ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, je suis particulièrement intéressé par les travaux de recherche effectués au PPZS par des chercheurs chevronnés. Vos travaux nous permettront d'avoir des données, mais surtout des informations fiables
sur des thématiques transversales. J'ai vu dans le programme qu'il y a des communications sur la Grande Muraille Verte pour un pastoralisme durable. Vous le faites pour le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, mais vous le faites également pour l'Agence pour la reforestation et la Grande Muraille Verte. Sur la modélisation d'accompagnement comme outil de gouvernance durable des ressources pastorales, les techniques innovantes pour améliorer la réussite du reboisement en milieu pastoral. Et vous conviendrez avec moi que ces différentes thématiques sont à la lisière entre, c'est vrai, les productions animales et l'environnement. Le pôle pastoralisme et zones sèches en Afrique de l'Ouest existe depuis 23 ans. Sa dimension diplomatique n'est plus à démontrer car la structure œuvre sans relâche pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, un défi communautaire. Ça cogite également dans les structures de santé. La première édition de la journée scientifique de l'AMS, Assistance médico-sociale sénégalaise, s'est tenue au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann. Les participants réfléchissent sur les maladies infectieuses et les troubles gynécologiques. Ils insistent sur la nécessité de comprendre les liens complexes entre ces deux domaines de la santé. La recherche et la pratique médicale combinées peuvent permettre d'aller plus loin dans la prise en charge, nous dit Neiko Mandjaï. Journée scientifique bi nag AMS def na ko ngir képp kuy yëngu ci wàllum wérgu yaram daal di fay daje ñu waxtaan ci feebar yi nga xam ne day laal wàllum sëy. Vous comprendrez que ce n'est pas la longue de travail dans cette édition du 20h. Toutes nos excuses, nous reviendrons justement sur ce reportage de Neiko Mandjaï sur la journée scientifique, sur les maladies gynécologiques qui s'est tenue à l'hôpital de Fann et les maladies infectieuses. Les participants réfléchissent sur plusieurs domaines, notamment la recherche et la pratique médicale. Nous parlons du pèlerinage marial de Popenguine. C'est du 16 au 20 mai. L'État et le comité d'organisation ont fait le point sur les préparatifs de l'événement religieux. Philomène Constance-Diagne. Ce CRD préparatoire a réuni autorités administratives de la région de Thiès et membres du comité d'organisation de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Des représentants des différents services devant intervenir pour la réussite de ce rendez-vous religieux ont aussi répondu à l'appel. Les points quand même qui méritent d'être soulevés concernent relativement la sécurité, la gendarmerie et la police, même si le pèlerinage doit se tenir au niveau de la zone de la gendarmerie, les marcheurs quitteront différents points qui sont des zones de compétence de la police. Et dans ce travail-là aussi, ils seront accompagnés par les sapeurs-pompiers qui viendront avec les mesures de sécurité civile, notamment à la prévention des incendies, à l'accompagnement des personnes dans le besoin. Et ils le feront en relation avec le secteur de la santé qui a quand même prévu d'installer 15 postes médicaux avancés avec un poste médical avancé qui sera au niveau de Yenne. Relativement à l'eau et à l'électricité, la Sénélec s'est engagée pour que la zone soit hors délestage, des descentes provisoires prévues exécutées et la mairie accompagnée en ce qui concerne l'amélioration de l'éclairage public. La CNO aussi, il y a des points en tout cas qui, l'année dernière, ont fait l'objet d'attention particulière due notamment à la capacité de stockage du forage de Popenguine. Cette année-ci, ça sera renforcé et le dispositif allant dans ce sens aussi est prévu. De la sécurité à la santé, en passant par la distribution de l'eau et de l'électricité, tout a été passé en revue, sans oublier les mesures d'hygiène, de prévention, d'alimentation et d'organisation matérielle. Les mesures d'hygiène et de prévention aussi ne seront pas, en tout cas, laissées en compte. La brigade régionale d'hygiène, après que la SONAGED ait accompagné la collectivité territoriale dans le nettoiement des sites stratégiques devant faire l'objet, en tout cas, d'opérations de nettoiement d'envergure, viendra
mener ces activités de désinfection. Ce qui est de l'organisation matérielle, les diligences à faire l'ont été avec le niveau central et l'expression de besoins du comité d'organisation aussi transmise en tout cas à l'autorité pour une appréciation et éventuellement une exécution dans les délais. Nous savons que les pèlerinages sont des moments de forte consommation, ce qui fait que le marché peut faire l'objet de tensions, mais le contrôle des stocks sera au rendez-vous avec aussi un contrôle de la qualité des aliments, suivi aussi du respect des prix qui sont homologués. Tous les services concernés sont invités à respecter leurs engagements, à souligner que cette rencontre préparatoire fait suite à celle tenue à Signa et à Meaux. Recrudescence des accidents de la route, un phénomène inquiétant. Plus d'une dizaine de morts ces derniers jours. Pourtant, au Sénégal, l'État a mis en place depuis 2010 un centre de formation au métier portuaire et de la logistique. Une structure qui a formé des centaines de conducteurs d'engins, de gros porteurs ou de bus. Grâce à cet établissement, les accidents ont diminué au port autonome de Dakar. Le CFPML peut donc mettre à profit son expertise pour former et renforcer les capacités des chauffeurs de bus et autres véhicules de transport interurbain ou urbain, comme pour le cas du BRT. À découvrir dans ce reportage de Saliou Seck. C'est un laboratoire destiné à la formation des métiers portuaires et à la logistique. Le CFMPL, au cœur de Hann Bel-Air, est mis en place pour professionnaliser les métiers des transports. Et depuis son démarrage en 2010, des centaines de jeunes sont formés. Notamment un chariot élévateur, un conducteur de grue, grand routier de véhicules articulés, ça c'est la conduite de marchandises, et le conducteur de transport interurbain de voyageurs. En plus maintenant de l'agent d'exploitation Transit Quai. Aujourd'hui, ce centre a formé plus de 800 jeunes en formation initiale longue durée, plus de 1300 jeunes sur les formations courte durée. Et nous avons renforcé en capacité plus de 20 000 professionnels. Aucun détail n'est négligé pour outiller les conducteurs. Pour ce faire, un simulateur est installé pour mettre en situation les apprenants. La première chose qu'on leur apprend, c'est le code de la route. Comment identifier un panneau, respecter aussi la limitation de vitesse, la réaction du conducteur face à une situation, comment chercher une échappatoire, et voilà, respecter aussi les dispositifs. Quelles sont les choses, les stupéfiants à ne pas prendre après prendre le volant. Donc c'est des choses que le chauffeur doit connaître, que le chauffeur doit savoir pour ne pas prendre de risques. Dans l'espace réservé à la manœuvre, une autre partie de la formation s'y déroule. Ici, l'accent est mis sur la maniabilité. Maudou Diouf se charge de former ses futures conductrices du BRT. Les manœuvres comme la ligne droite, le slalom, la mise en quai et tant d'autres serments pour manœuvrer. Si on termine les manœuvres, on fait des cours de circulation. On va circuler en agglomération, hors agglomération. En alliant donc la théorie à la pratique, les apprenants maîtrisent les bonnes manières pour une bonne conduite des véhicules. On nous apprend tout, comme vérification externe et interne. En premier lieu, en vérifiant les huiles de refroidissement, le carburant et l'eau, les croix et les fuites, aussi les bouchons et les autres vérifications externes. À l'exemple des pneus, les feux et aussi les essuie-glaces. De véritables professionnels sont formés. Ainsi, ce centre devrait donc pouvoir jouer un rôle déterminant dans le cadre de la sécurité routière. Au niveau du port, il y avait beaucoup d'accidents. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais le constat est là. Que depuis l'avènement de ce centre qui forme aussi bien les conducteurs d'engins que les conducteurs routiers, on a vu quand même une réduction drastique des accidents de travail au niveau du port, qui étaient souvent des accidents mortels. Les professionnels aussi ont compris, les entreprises, qui ne cessent de renforcer en capacité leurs professionnels. Nous avons chaque année pratiquement 200 à 300 professionnels qu'on renforce. Là aussi, le taux d'accident est réduit, pour ne pas dire, est passé pratiquement à zéro. C'est minimalisé. Dans certains secteurs, un système de certification est développé pour pouvoir conduire des engins.
Cette certification aussi a une durée de vie. Donc on les renouvelle, c'est pour insister encore sur les devoirs et responsabilités du conducteur, qui peut aller jusqu'à une responsabilité pénale, mais surtout toutes les vérifications à faire avant de démarrer l'utilisation de son engin, et surtout le droit de retrait, c'est-à-dire quand ça présente des risques énormes pour le conducteur et même les autres usagers, il a le droit de dire « je ne conduis pas cet engin ». Et il est protégé aussi par le Code du travail. L'exigence de ces certifications va sans doute diminuer les accidents de la route. Un appel est lancé pour mettre en place une législation qui devrait obliger les conducteurs de gros porteurs, de bus de transport et des engins de se former pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Renforcer la résilience des États en matière de cybercriminalité en milieu maritime. C'est l'objectif de la deuxième session de formation d'auditeurs venus de plusieurs pays, justement pour parler de ce métier. C'est dans le cadre du projet SafePort. La session se tient à l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale. Moussa Mané. Après un premier niveau de formation sur la cybercriminalité en milieu maritime, les participants sont de retour pour une deuxième session de formation. Ce cours supérieur leur permettra de mieux identifier les éléments de preuve en cas de cybercriminalité en mer. Donc ce niveau supérieur de formation qui va vous être dispensé va renforcer vos connaissances en matière de typologie des infractions, d'éléments constitutifs des infractions, du recueil de la preuve numérique, de sa préservation, de sa transmission aux autorités judiciaires, mais également de la coopération internationale en matière cyber, et également les directives et les échanges de bonnes pratiques en matière de protection des données personnelles. Financée par la coopération allemande, cette session est organisée dans le cadre d'un partenariat entre l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale basée à Dakar et l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan. Face à l'acuité croissante du phénomène, l'objectif du stage est donc de s'interroger sur la réalité des risques encourus par les acteurs de shipping dans le golfe de Guinée et prendre connaissance des réponses existantes ou à mettre en œuvre, notamment sur le plan politique, opérationnel et judiciaire. C'est également le lieu de remercier les experts formateurs pour avoir accepté de nous apporter leur éclairage afin de conduire avec efficacité la prévention et la lutte contre le phénomène de la cybercriminalité. En mer, malgré les équipements de pointe, les navires ne sont pas épargnés par les cybermenaces. Leurs systèmes informatiques de navigation peuvent faire l'objet de cyberattaques. Pour mieux coordonner la lutte, il urge pour les États d'adopter des postures préventives. En négligeant l'importance de la lutte contre la cybercriminalité en milieu maritime, les États risquent de sous-estimer les conséquences graves que les cyberattaques peuvent avoir sur la sécurité maritime, la navigation et même sur la vie humaine. Il est donc impératif que nos États s'investissent dans des ressources humaines de qualité et dans le renforcement des capacités pour détecter, prévenir et répondre par la répression, le cas échéant, aux auteurs des actes de malveillance dans ce monde maritime très stratégique. La lutte contre la cybercriminalité en milieu maritime est un enjeu majeur pour la sécurité des navires en mer, une menace en perpétuelle évolution, d'où l'anticipation comme un des premiers moyens de prévention. Le général de brigade Papa Diouf, au commandant second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire, a remis le drapeau au contingent en partance pour la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. C'est dans le cadre de la MONUSCO et la MINUSCA. Nous retrouvons Moussa Mané. Cette remise du drapeau marque la fin d'un processus de mise en condition opérationnelle des 3 contingents FPU de la gendarmerie nationale, mais aussi de la formation en vue de leur déploiement en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Occasion saisie donc par le commandement pour revenir sur les buts de la mission et ce qui est attendu de chaque gendarme. 3 contingents de police de stabilisation FPU avec un effectif de 180 éléments chacun. 2 seront déployés en République démocratique du Congo dans le cadre de la MONUSCO et le 3e en République centrafricaine pour le compte de la MINUSCA. Sur leur théâtre d'opération, ils sont appelés à cultiver les valeurs qui fondent la gendarmerie nationale. Au nom du général de division Martin Faye,
au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je vous exhorte à cultiver et à préserver les valeurs auxquelles vous avez adhéré en choisissant de servir dans les forces armées en général et dans la gendarmerie nationale en particulier. Rappelant leur statut de diplomate, le général de brigade Papa Diouf a insisté sur le comportement exemplaire des contingents précédents. Il a appelé ceux-ci à s'inscrire dans la même dynamique pour relever le défi. C'est ainsi qu'il exhorte les commandants de contingents à suivre et appliquer les règles générales. Les commandants de contingents feront observer une application rigoureuse du Code de conduite des Nations Unies et des règles d'engagement en vigueur. Vous n'userez de la force légitime que de manière gratuite, proportionnée et adaptée, conformément aux conventions internationales. De leur théâtre d'opération à des milliers de kilomètres du Sénégal, ces 540 éléments, dont 109 personnels féminins, seront suivis par le commandement. La réussite de la mission repose donc sur les épaules de tout un chacun. Après 3 années de transition, l'élection présidentielle s'est tenue ce lundi au Tchad. Plus de 8 millions d'électeurs sont appelés à choisir pour justement séparer 10 candidats. Le scrutin devrait se jouer entre le président de la transition, Mohamed Idriss Déby, et son principal rival, le Premier ministre Succès Masra, Sina Lunfal. Cette élection est censée mettre un terme à la transition entamée au Tchad au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno, tué lors de combats avec des rebelles en 2021. Plus de 8 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce lundi pour choisir entre 10 candidats en lice. Mohamed Idriss Déby, qui s'est installé au pouvoir en tant que président de transition au Tchad, après l'assassinat de son père Idriss Déby, est donné favori de ce scrutin. Mais son principal rival et Premier ministre Succès Masra ne compte pas lui faciliter la tâche. Cette bataille politique entre deux hommes de 40 ans suscite l'inquiétude des observateurs. Ce duel inédit entre le président de transition et l'ex-opposant pourrait mettre fin à 3 années de pouvoir militaire. Le pouvoir s'est targué d'avoir organisé la première élection présidentielle parmi les pays africains comme le Mali, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso, qui ont connu des changements de régime non démocratique au cours des dernières années. Les résultats provisoires sont attendus d'ici le 21 mai et les résultats définitifs début juin. Un second tour sera organisé le 22 juin si aucun candidat n'obtient plus de 50% des suffrages. L'élection présidentielle se tient dans un contexte difficile pour le Tchad. Cependant, Mohamed Idriss Déby devra passer par cette élection pour légitimer son pouvoir s'il sort vainqueur du scrutin. Cette présidentielle est un tournant décisif pour le Tchad. Plusieurs figures classiques telles que Succès Masra veulent à travers ce scrutin accéder à la magistrature suprême. Les Tchadiens donc qui vont départager les 10 candidats à l'élection présidentielle de ce lundi. Après cela, voici la page sport. Ibrahima Mboup va nous rejoindre pour Actu Sport Express. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Ibrahima Diédhiou, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. C'est le sport traditionnel qui est à la une. Ce lundi, le drapeau du chef de l'État, tout d'abord, qui se prépare une 24e édition qui aura lieu à Mour du 9 au 12 mai. Et c'est le stade de Caroline Faye de Mbour, justement, qui va accueillir cette année près de 154 lutteurs. Ils viendront de toutes les régions du Sénégal pour aller à la conquête du drapeau du chef de l'État. Un CRD vient de se tenir à Thiès pour préparer l'événement, suivant le compte-rendu de Fatimata Banelba. Le monde de la lutte, avec à sa tête le président du comité national de gestion, s'apprête à vivre de grands moments de lutte purement traditionnels. Le stade Caroline Faye de Mbour sera le point de ralliement de 154 athlètes du Sénégal venus participer à la 24e édition du drapeau du chef de l'État. Un événement sportif important qui nécessite une parfaite organisation. La tenue de ce CRD rassemblant l'ensemble des chefs de service de la région de Thiès montre à suffisance l'importance de cette compétition. La première sous l'ère du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Les attentes ont été déclinées et nous, administration, s'est engagée quand même au regard
de l'importance de la foule qui sera drainée par cet événement, de faire en sorte que la sécurité soit au rendez-vous. La sécurité au niveau du stade, la sécurité aussi au niveau des sites, en tout cas d'hébergement des délégations qui viendront des 14 régions du Sénégal, mais aussi des délégations officielles. Nous ferons en sorte aussi que ce qui est attendu en termes d'assistance et d'accompagnement le soit, et aussi la contribution des stadiers, mais aussi des éléments de la Croix-Rouge qui viendront renforcer les éléments du district sanitaire de Mbour. Et pour réussir un tel événement, un budget de 89 millions est prévu à cet effet. Il y a 150 lutteurs attendus, plus les accompagnateurs, ça fait 359 personnes, que le CNG a la charge de déplacer, c'est-à-dire de transporter, d'héberger, de nourrir, n'est-ce pas, durant tout le séjour. Aussi, en prélude aux Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026, la petite catégorie va compétir cette année, en plus de l'Open au combat individuel comme en équipe. Nous avons initié Génération 2026. C'est des jeunes athlètes âgés entre 11 et 15 ans qui viendront lutter. 6 par région, cela veut dire 3 garçons, 3 filles par région, et pour accompagner les seniors. L'autre innovation, c'est l'aspect culturel qui sera bien mis en exergue lors de cette 24e édition du drapeau du chef de l'État. Après avoir organisé ce grand événement sportif en 2019, le département de Mbour aura à nouveau l'honneur d'accueillir le monde de la lutte traditionnelle cette année également. La lutte toujours, Ibrahim Abou, avec un combat que tout le monde attendait. C'était ce week-end, Sen qui a battu Sathiès à l'Arène nationale. C'était un choc entre Pikine et Guédiawaye à l'Arène nationale. On va regarder les images ensemble. Sen et Sathiès ont échangé des coups lors de ce combat tant attendu. Au bout de la nuit, le coup d'envoi de cette affiche a été donné un peu après 22h30, échange de coups corps à corps. Et ensuite, Sen va tenter une première prise. Ça ne réussit pas. Il va revenir à la charge une deuxième fois parce que Sathiès résiste. La deuxième n'a pas non plus donné l'effet escompté. Mais la troisième prise a été la bonne. Sen réussit finalement à terrasser Sathiès au bout de la nuit. C'est la 12e victoire de Sen dans l'arène en 24 combats. Un lutteur expérimenté et qu'il a montré face à Sathiès hier soir. Et qui récidive, hein, parce qu'il a fait la même chose contre le grand frère de Sathiès, Balla Gaye 2. Absolument. Sen est la bête noire de la famille Sakho, est-on tenté de dire. Et j'ai entendu dire que Sen est devenu le nouveau maire de Guédiawaye. Ça se dit. ça se dit. Mais Ibrahim, pourquoi ces combats-là prennent du temps à démarrer? 22h30 quand même, c'est... Pour un week-end, il y a matière à réfléchir. C'est la question que tout le monde se pose. Ce n'est pas nouveau hein, dans le monde de la lutte. Les combats démarrent tardivement. C'est un dimanche. Les gens doivent aller au boulot le lendemain. Je pense qu'il y a possibilité d'organiser les combats de lutte en 2 heures ou 3 heures maximum. Même pour les chaînes de télévision, ça pose un réel problème parce que les programmes sont coupés le temps de diffuser le combat et tout. En tout cas, c'est un vaste chantier. C'est une problématique sur la table du CNG de lutte. Bien sûr, on va tourner cette page et aller justement vers la balle orange. Basketball Africa League, l'AS Douanes se relance dans le tournoi avec une belle victoire. L'AS Douanes s'est racheté hier soir devant les Tunisiens de l'US Monastir. C'était à la Dakar Arena. Une très belle victoire, 76-59. Le Nigérien Haruna Abdoulaye est l'un des grands artisans de ce succès. Il a marqué 35 points, fait 4 passes décisives et pris 4 rebonds. Solide en défense et efficace en attaque. Les douaniers ont fait le show en fin de match. C'était showtime pour les douaniers ce lundi. C'est jour de repos. L'AS Douanes jouera son 3e match demain face à l'APR, l'armée patriotique rwandaise. On a envie de comprendre un peu comment ça se passe. Par exemple, cette victoire est la première défaite, je pense, de l'AS Douanes. La première victoire. La première victoire. Ouais. Mais lors du premier match de l'AS Douanes, ils avaient un peu buté sur une équipe. Comment ça se passe pour gérer le classement ?
En fait, c'est un tournoi où nous avons 4 équipes. Elles jouent en aller-retour. Et les 2 équipes les mieux classées vont se qualifier pour les playoffs qui auront lieu à Kigali fin mai, début juin. Il y a 3 conférences. 2 ont été déjà jouées, une en Afrique du Sud. 2 équipes se qualifient. Une autre conférence, les conférences, c'est des tournois, hein. Une autre en Égypte. 2 se sont déjà qualifiés. Maintenant, à l'issue de la conférence Sahara de Dakar, 2 équipes vont se qualifier, plus les 2 meilleurs 3e. Donc nous en sommes qu'à la phase aller. Ça va se terminer demain. Et après, à partir de jeudi, il y aura les phases retour. D'accord. Et l'AS Douanes est bien parti pour se qualifier? Oui, l'AS Douanes est bien parti. L'AS Douanes, pour rappel, était finaliste lors de la saison 3 de la Basketball Africa League. Avec 35 points, le Nigérien a assuré. C'est rare de voir quelqu'un scorer autant. Alors, du football à présent, avec la 22e journée de la Ligue 1 sénégalaise, de Jaraaf qui met la pression sur les Rufisquois de Teungueth Football Club. Le Jaraaf de Dakar qui a signé une victoire probante devant le Teungueth Football Club. Victoire 3-0. Le match a eu lieu hier au stade municipal de Ngor. Aimé Junior Tendeng est l'homme du match avec son doublé. Seule fausse note, les violences notées après cette affiche phare de la 22e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Suivons le résumé du match avec Fatoumata Savané. À 4 journées de la fin du championnat, l'AS Jaraaf revient à 4 points du leader. Les Verts et Blancs, dauphins depuis la 21e journée, ont battu Teungueth FC sur le score de 3-0 dans une ambiance des grands jours. Dès l'entame du match, le Jaraaf ouvre les hostilités. 2e minute, Aimé Tendeng voit sa frappe butée contre le poteau. Ce sera à la 10e minute que Souleymane Cissé réussit à faire sauter le verrou de TFC. À la pause, 1-0 pour les joueurs de Malick Daaf. De retour des vestiaires, TFC se rebiffe, prend le contrôle du jeu, mais échoue devant les buts adverses. Après l'heure de jeu, à la 75e, Aimé Tendeng double la mise pour les Médinois. Le désarroi se lit déjà sur le visage des supporters rufisquois. Le 3e but arrive à la 81e minute, une réalisation de Ababakar Sarr. C'est un match de football, on a bien joué, on a gagné, on n'a pas fait d'erreur. C'est un match que nous avons maîtrisé jusqu'à la fin, mais le travail continue. Je l'avais dit au début, le championnat est loin d'être fini. Le championnat n'est pas fini, c'est pas fini. On ne peut pas finir un championnat à 5 journées de la fin, c'est impossible. C'est vrai qu'on a gagné aujourd'hui, mais je peux dire que tout n'est pas bien, il y a des choses encore à corriger. Il nous reste encore 4 matchs. On va essayer de se concentrer sur le match prochain, Inch'Allah. On va essayer de gagner comme d'habitude. En tout cas, chaque match, c'est une finale. On a bien joué, on a gagné, mais il faut remettre les pieds sur terre. Et je pense qu'avoir de l'humilité et continuer à travailler, pour moi, c'est le plus important. Il faut les féliciter. Ils ont développé un jeu à un certain moment qu'ils ont marqué un but. Ils ont été intelligents de gérer nos temps forts. Par contre, nous, on a été mauvais dans la gestion du match. En commençant moi l'entraîneur, parce qu'en première mi-temps, on était excellent en première période. En deuxième période, on n'a pas été bon. Les changements ne nous ont pas apporté ce qu'on attendait des changements. Donc, ce qui veut dire que je prends cette défaite sur mon dos. Toute la responsabilité me revient aujourd'hui sur cette défaite. Jaraaf a été meilleur sur le plan technique. À un certain moment, il ne perdait pas le ballon, il contrôlait bien le jeu. Nous, sur le plan tactique, en première période, on était bon, mais en deuxième période, on était mauvais. Et pour vous dire qu'ils ont géré mieux le match que nous. Aujourd'hui, sur le plan comptable, c'est un résultat excellent. On est premier. Ça reste 4 journées. Il faut savoir gérer et ne pas faire le match qu'on a fait aujourd'hui. Le Jaraaf se relance et le Teungueth FC a encore 4 journées pour confirmer sa suprématie. Un suspense garanti jusqu'à la dernière journée du championnat. La violence s'est encore une fois invitée à la fin de la rencontre. Et pourquoi donc ces violences, Ibrahima? Ça commence à devenir une
habitude. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau des clubs d'abord pour éduquer les supporters. En sport, on peut gagner. On peut perdre aussi, il faut l'accepter. Depuis quelques saisons, il y a beaucoup de scènes de violence dans nos stades. Même lors de la 21e journée à Pikine, entre le Jaraaf et l'AS Pikine, c'était les mêmes scènes qu'on avait vues. C'est quand même regrettable et les instances doivent sévir un peu plus de façon ferme pour que ces violences-là soient jugulées. Peut-être un petit rectificatif. Et Tendeng, l'homme du match est plutôt auteur d'un but et d'une passe décisive. Le 3e but est signé Ababakar Sarr. C'est bien ça. Les autres résultats de cette 22e journée? Les résultats complets de cette 22e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Diambar Union Sportive de Ouakam, 0 but partout. Le Dakar Sacré-Cœur qui surclasse la Linguère de Saint-Louis, 4 buts à 0. L'US Gorée domine Diamono de Fatick, 1 à 0. Jaraaf TFC, 3-0. Casa Sport et AS Pikine font match nul, 0 but partout. Le Guédiawaye Football Club battu par Génération Foot, 1 but à 0. Et la Sonacos qui surprend le Stade de Mbour, 1 but à 0. On enchaîne avec le classement de cette Ligue 1 sénégalaise et c'est le Teungueth Football Club qui est toujours leader avec 43 points. Le Jaraaf est 2e avec 39 points. 4 points séparent les deux formations qui luttent pour le titre de champion du Sénégal. Au bas du tableau, Diamono de Fatick est 13e et puis Diambar de Saly est à la dernière place de la Ligue 1 sénégalaise. À l'étranger, Nicolas Jackson et Sadio Mané, buteurs durant le week-end. On commence par la 36e journée de la Première Ligue anglaise avec Chelsea qui a surclassé West Ham à Stamford Bridge, 5 buts à 0 avec à la clé ce doublé de Nicolas Formas pour un joueur qui a été souvent critiqué parce qu'il rate énormément d'occasions, mais il s'est racheté. On va aller du côté du golf pour voir Sadio Mané avec Al Nassr qui était donc face à Al Werba. Victoire 5 buts à 0, triplé de Cristiano Ronaldo, but de Sadio Mané. Mané a aussi fait 2 passes décisives dans cette affiche et on va rester avec Sadio Mané parce que en Coupe d'Arabie Saoudite, Sadio Mané va jouer la finale. Ce sera le 31 mai face à Hilal du capitaine Khalidou Koulibaly. C'est le fameux derby de Riyad. Une finale tant attendue donc le 31 mai en Arabie Saoudite. Sadio Nicolas Jackson qui assure et puis vraiment on va courir un peu plus vite pour terminer, de l'athlétisme avec les mondiaux justement de relais aux Bahamas. Les athlètes sénégalais n'ont pas été à la hauteur. On va faire un tour sur les pistes d'athlétisme avec les championnats du monde de relais qui ont eu lieu à Nassau, dans la capitale des Bahamas, samedi et dimanche. Une compétition qualificative aux Jeux Olympiques de Paris. Les relayeurs sénégalais étaient en lice dans l'épreuve du 4x400. Ils ne seront pas du rendez-vous aux Parisiens. Les Sénégalais, ils ont couru hier soir vers 21h20 local. Il était 1h20 à Dakar. Le Sénégal termine malheureusement à la 7e place avec un chrono de 3 minutes 9 secondes. Les difficiles conditions de voyage, l'arrivée tardive aux Bahamas et la qualité des adversaires ont eu raison des 4 relayeurs sénégalais dans ces championnats du monde de relais aux Bahamas. Merci Ibrahima. On va souffler un peu et aller retrouver justement nos chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. 23h, en notre journal sur la première chaîne de télévision sénégalaise.